Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Genèse de la gastronomie européenne et alsacienne. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir dans cet auditorium de la BNU, la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, pour une rencontre au cours de laquelle on va parler un petit peu de nourriture, mais on va parler surtout d'histoire de la nourriture, on va parler de gastronomie, mais surtout la façon dont elle a évolué au fil des siècles. C'est vrai que ce titre, Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es, évoque d'autres maximes liées à la nourriture. Manger est une nécessité, mais manger intelligemment est un art, ça c'est La Rochefoucauld. Que l'alimentation soit ton premier médicament qui n'est pas d'Hippocrate, contrairement à ce qu'on dit, mais il a dit des choses à peu près analogues. Ce qui est sûr, c'est que manger fait parler, pour dire qu'on a faim, qu'on aime ci et pas ça, ou autrefois, qu'on a les moyens, autrefois il y a encore quelques mois, qu'on a les moyens d'aller dans tel ou tel restaurant. Ou dans Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Cette citation de Brillat-Savarin, qui est un gastronome, un auteur culinaire du XVIIIe siècle, que vous connaissiez évidemment, ouvre l'appétit sur le dernier livre de Bertrand Marquer avec cette question: l'alimentation est-elle un marqueur identitaire? L'alimentation conditionne l'identité ou bien l'identité conditionne l'alimentation? Question qui en pose d'autres, en particulier sur le libre arbitre. Avons-nous des goûts propres ou nos goûts sont-ils liés à notre appartenance socio-culturelle? Ce qui expliquerait qu'avant Parmentier, personne ne se souciait du steak frites, par exemple. Et maintenant que nous sommes des adeptes du steak frites, quelles en sont les conséquences en termes de santé humaine, animale, de la planète, en termes de comportement? Il paraîtrait que la viande rouge rend agressif, mais que la fécule amollit la fibre et même le caractère. Et vous citez dans l'introduction de votre livre Brillat-Savarin qui, parlant des Indiens mangeurs de riz, observe qu'ils se sont soumis à qui voulait les asservir. Alors comment appréhender ces phénomènes? Eh bien, par exemple, en regardant ce que la littérature ou le cinéma cèdent comme place à l'alimentation dans la légitimation de déterminismes sociaux, sexuels ou raciaux. Nous rencontrerons au cours de ce voyage, au cours de cette heure, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Voltaire, Nietzsche, mais aussi la famille Corleone ou le cannibalisme qui marque dans de nombreux romans la limite entre civilisation et barbarie. C'est un vaste travail pour lequel eh bien, notre invité Bertrand Marquer, bonjour Bertrand, Bonjour. pour lequel vous vous êtes adjoint pas mal de concours, d'autres chercheurs, puisque ce livre est un ouvrage collectif que vous avez dirigé et vous nous en présenterez quelques-uns des domaines. Vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg, à la fac de lettres, spécialiste de l'imaginaire scientifique au XIXe siècle et des représentations du corps dans la littérature de cette période. Vous êtes également spécialiste des croisements de la littérature et de la science. Et puis à côté de vous, quelqu'un qui est un historien, Georges Bischoff, bonjour. Bonjour. Votre point de vue d'historien, évidemment, sur l'alimentation est d'autant plus intéressant que, alors on va dire que vous rappelez que vous êtes docteur ès lettres, professeur agrégé en histoire, enseignant à la faculté de Strasbourg. Vous avez dirigé l'Institut d'histoire du Moyen-Âge. Vous êtes spécialisé dans l'histoire médiévale et dans l'histoire de l'Alsace. Vous êtes originaire de Guebwiller et votre premier ouvrage, c'était en 1972, excusez-moi de le rappeler, est consacré à l'abbaye de Murbach. Le dernier en date, il y a quelques semaines, dans Le ventre de l'Alsace, publié par les éditions de l'Agnier Bleu, recherche sur le passage de l'alimentation vers la gastronomie, avec des notions de déculpabilisation, avec des notions de produits nouveaux, nous donnera un regard intéressant sur la façon dont la nourriture a évolué, et en particulier dans la région, qui apparemment pourrait être différent de d'autres régions d'Europe. Absolument. On va commencer avec vous, Bertrand Marquer, si vous voulez bien. L'idée de ce livre, est-ce que c'était d'essayer de relever dans la littérature ou le cinéma ce que l'alimentation révèle des individus et des sociétés? Oui, c'était un des objectifs de ce livre bon, moi je suis spécialiste du 19e siècle, et donc l'objet c'était d'essayer d'élargir et d'essayer de comprendre les différentes formes que l'impact de l'alimentation avait pu prendre. Et donc les communications sont surtout sur le 20e siècle, 19e, 20e siècle, puisque c'est cette question du marqueur identitaire de l'alimentaire se développe et prend une ampleur importante à partir du 19e siècle. Même si évidemment on trouverait les traces de ce discours avant, mais disons qu'il a été popularisé par la science, par un discours scientifique ou pseudo-scientifique qui illustre assez bien Brillat-Savarin. Et aussi moi ce qui m'intéressait c'était d'essayer de voir comment la littérature pouvait s'emparer de ces questions et puis les discuter, reprendre des discours scientifiques
ou pseudo-scientifiques, et puis les contourner ou s'en servir pour construire une œuvre qui est souvent critique, puisque la plupart des contributions à l'ouvrage montrent quand même que c'est un regard critique que la littérature ou les arts permettent de véhiculer sur ces questions. Alors pourquoi l'aliment? Pendant très longtemps, l'aliment, c'était ce qu'on trouve, ce que le chasseur rapporte, ce que le cueilleur arrive à cueillir, ce que les cultivateurs arrivent à sauver comme récolte, etc. Donc c'est ce qu'on peut. C'est pas tellement, c'est rarement des choix, sauf dans certains milieux. Pourquoi est-ce que l'aliment est quelque chose d'intéressant? Parce qu'au XIXe siècle, il devient quelque chose qui offre plus de choix. Alors, il y a cette dimension, il y a un choix plus grand, il y a le fait que l'alimentation se démocratise d'une certaine manière. Après la Révolution française, les cuisiniers ne sont plus attachés uniquement aux tables des nobles. Et donc, on parle de la naissance du restaurant. En réalité, le restaurant naît avant le XIXe siècle, mais il prend une ampleur très importante au XIXe siècle. Et donc là, il y a cette démocratisation des aliments, il y a un intérêt pour la gastronomie qui se développe, il y a la découverte qu'on pourrait appeler un patrimoine alimentaire aussi au XIXe siècle, et puis il y a la naissance ou le développement de l'hygiénisme, donc ces théories médicales qui visent à essayer d'asseoir ou des théories en rapport avec la santé, enfin, quelle est la bonne éducation. Manger des carottes, ça rend gentil, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si on trouve ça à cette époque, mais il y a ce souci de la nourriture, parce que enfin, les représentations de l'hygiène ou de la bonne nourriture sont assez différentes au XIXe siècle. Aujourd'hui, la viande est évidemment très importante, donc les légumes n'ont pas forcément une très grande place dans l'alimentation, enfin dans la représentation qu'on a de la bonne alimentation. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le matérialisme qui se développe dans le discours scientifique, et cette idée qu'on est le produit de ce qu'on mange. Et donc c'est ce que dit Brillat-Savarin dans son ouvrage. C'est un ouvrage qui est à la fois sérieux, mais qui a un ton particulier, qui a un ton aussi qui peut être comique. Et les aphorismes qui commencent son ouvrage illustrent bien cette double dimension et cette ambiguïté. On retient ces aphorismes parce qu'ils sont marquants, ils sont aussi un peu excessifs, et Brillat-Savarin avait conscience de cet excès. Donc il y a un jeu autour des représentations de l'alimentation. Qu'est-ce qui, lui, a fait prendre conscience de l'importance de l'alimentation en tant que marqueur identitaire, justement? Alors on sait pas grand-chose sur Brillat-Savarin, c'était un magistrat. Son intérêt pour la gastronomie, il est difficile à percevoir, ou en tout cas à savoir d'où il vient exactement. Ce qu'on peut dire, c'est que la gastronomie se développe en tant que discours au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est pas le premier à s'y intéresser vraiment. Il y a un autre écrivain du XVIIIe siècle qui s'appelle Grimaud de la Reynière, mais qui était plutôt connu pour ses frasques, ses grands repas. C'était le fils d'un fermier général, et donc il était plutôt du côté des mœurs aristocratiques. Brillat-Savarin est plutôt du côté de la cuisine bourgeoise, simple, même si il y a un intérêt pour la nourriture. Il y a un intérêt pour la découverte d'aliments nouveaux, et aussi cette volonté d'asseoir la gastronomie comme une science qui permet de comprendre l'homme dans tous ses aspects. Et donc il veut réhabiliter la gastronomie, et surtout la gourmandise, qui n'est plus un péché, qui est au contraire un art de bien vivre et de bien se nourrir. Et ça, vous en parlez dans votre livre, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, c'est alimentation et religion. Et c'est vrai que pendant longtemps, c'était, en gros, plus tu souffres, plus tu gagneras ton paradis, donc moins tu manges bien, et plus vite ça va arriver. Quelle a été sur l'écriture de ce livre votre méthodologie? Donc, vous avez l'idée de cet ouvrage et vous cherchez des chercheurs que ça peut intéresser. J'imagine que la nourriture, l'alimentation, ça intéresse beaucoup de monde tout de suite. Oui, alors bon, j'ai fait un appel à communication, comme on fait c'était un colloque à l'origine, et donc j'ai pas sollicité de gens en particulier. C'était très ouvert. J'avais déjà publié des choses moi à titre personnel sur le 19e siècle. Et donc je connaissais bien le 19e siècle, et j'avais envie d'ouvrir. Donc il n'y avait pas de limitation chronologique à l'origine, mais il se trouve que la plupart des chercheurs qui se sont manifestés étaient des chercheurs du 19e et du 20e siècle. Voilà, donc ça s'est passé comme ça, c'était un appel ouvert, donc il y a eu des chercheurs
de différents pays. Et puis ensuite, il faut construire, quand on publie des actes, il faut sélectionner parfois, il faut construire pour essayer de donner une cohérence à l'ouvrage. Quelle était la mission que vous leur confiez? Vous avez donné des thèmes? Oui, bah c'était de se poser un certain nombre de questions, d'essayer d'y répondre. Moi, ce qui vraiment m'intéressait, ce qui était le cœur du projet, c'était de réfléchir à la manière dont l'alimentation pouvait être un facteur idéologique, pouvait véhiculer des clichés sur la race, sur le sexe, sur le genre, etc., sur les classes sociales, et puis la dimension aussi symbolique qu'on pouvait prêter à l'aliment. Donc ça, c'est plus classique, si on veut. Tel aliment peut avoir telle valeur, magique ou non. Mais c'était vraiment d'essayer d'établir un dialogue aussi entre les disciplines, entre des disciplines qui traitent, qui ont traité de ce sujet, que ce soit la sociologie, l'anthropologie, à l'époque contemporaine, c'est très présent. Mais c'était essayer de voir comment la littérature avait pu s'emparer de ces discours, les nuancer, les critiquer, ou s'en servir tout simplement pour construire une œuvre. Vous citez l'exemple que je citais tout à l'heure, Brillat Savarin, lorsqu'il parle des mangeurs de riz qui affaiblissent non seulement le corps, le riz affaiblit non seulement le corps, mais aussi l'esprit, le mental. Et il cite les Indiens qui sont soumis à qui veut les asservir. Donc il va prendre quelque chose comme ça qui effectivement c'est de la provoque, et puis il va vérifier. Alors, est-ce qu'il vérifie? En fait, il s'inspire de Montesquieu et de l'esprit des lois. Il se présente un peu comme le successeur de Montesquieu, et donc essayer de dégager des lois de l'alimentation. Et donc, par exemple, là, c'est ce que j'ai sélectionné, c'est un tout petit morceau de son ouvrage qui a plein d'aspects. C'est difficile de savoir s'il le prend au sérieux, effectivement, ou si c'est simplement une boutade qui viendrait valider, mais de manière un peu ironique, un certain nombre de représentations autour des races et du rôle de l'alimentation. Mais ce qui est certain, c'est que cette conception-là, elle est très présente dans le discours social. On la trouve au XIXe siècle, on la trouve au XXe siècle, et vous avez un certain nombre de contributions qui montrent comment des écrivains francophones ou comment la colonisation peut aussi s'inspirer de ces marqueurs alimentaires pour les contourner ou pour les revendiquer. Il y a une question de l'origine aussi. L'origine se définit par l'alimentation. Les choix alimentaires sont aussi des choix identitaires. Voilà. Puis d'ailleurs, ce type de point de vue s'est poursuivi jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Hein. Si on mangeait pas 3 fois de la viande par jour, on n'était pas un homme. Enfin voilà, des choses comme ça. Avant de parler peut-être avec vous, Georges Bischoff, l'alimentation pour vous, Bertrand Marquer, c'est un marqueur identitaire. Est-ce que c'est l'alimentation qui conditionne l'identité ou est-ce que c'est l'identité qui conditionne l'alimentation? Je pense qu'on peut pas trancher. Il me semble que c'est quand même le culturel qui prime. On n'est pas le produit de ce qu'on consomme. Ce qu'on consomme nous façonne. Mais évidemment, c'est un acquis et on s'inscrit dans une tradition. On reproduit une tradition culturelle, donc c'est ça qui est important. Ce qui, évidemment, l'idée que je ne partage pas, et bon, je pense qui est plus partagée aujourd'hui, mais c'était intéressant de voir d'où elle venait et comment elle pouvait être utilisée, c'est que, par exemple, parce qu'on mange du riz, on n'est pas forcément mou et on est contraint à être dominé ou conduit à être dominé. Donc, c'est la culture est fondamentale, mais il faut avoir conscience des représentations que véhicule cette culture et pas en être prisonnier, évidemment. Georges Bischoff, dans le ventre de l'Alsace, votre dernier livre donc publié à La Nuée Bleue, vous avez l'air de prendre le contre-pied. Pour vous, apparemment, l'identité conditionne l'alimentation, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, Alsaciens, puisque dès le XVIe siècle, c'est quand même 3 siècles, c'est énorme, on y trouve le hareng, vous dites on trouve en Alsace le hareng de la mer du Nord, aussi bien que le beefsteak hongrois, le fromage de Hollande, aussi bien que le parmesan. Est-ce que ça veut dire que l'attention à l'estomac en Alsace date du XVIe siècle parce que simplement c'était un couloir de passage et qu'on avait la chance d'avoir de la diversité? Oui, le seul fait de vivre dans une terre promise, un carrefour commercial, peut effectivement expliquer ce genre de passion, ou en tout cas d'appétence ou d'appétit. Dans le cas précis de l'Alsace, je pense qu'effectivement, comme nous sommes dans une région où on circule beaucoup, les modes alimentaires s'y sont peut-être beaucoup mieux diffusés, en se combinant avec, évidemment, l'offre, le marché
du pays, mais aussi les techniques, la technologie culinaire qui, à mon sens, est aussi une des clés de l'histoire de l'alimentation et de la gastronomie. Vous parlez de quoi? Vous parlez des instruments qui permettent de cuisiner, les moules à Kouglof, enfin, Je pense que c'est très important. Le fait de savoir si on fait de la cuisine à l'huile, la cuisine au beurre, et si nous sommes précisément au confluent des deux. Si on mange des produits carnés, une alimentation carnée essentiellement, si on respecte, alors ça c'est d'autres éléments, d'autres conditions, un certain nombre de prescriptions alimentaires, l'abstinence chrétienne a joué un rôle absolument essentiel. Donc c'est une combinaison de quantité de facteurs. Et qui fait que dans cette région, on a pris conscience de l'importance de l'alimentation bien avant les autres? Bien avant les autres, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, on a assez rapidement exalté la richesse de la table et on en a développé une sorte d'art, une mise en scène, et une mise en scène qui, je crois, a exercé son influence jusqu'à l'époque contemporaine, puisque à l'heure actuelle, quand on évoque les cuisines de terroir ou la gastronomie alsacienne, ce sont deux choses différentes, on revendique un siècle d'or, en l'occurrence l'époque de la Renaissance. L'époque de la Renaissance parce qu'elle a laissé un certain nombre d'éléments du décor, l'habitat, une certaine opulence, et parce qu'elle a formaté un imaginaire à travers la littérature. Et là, je crois qu'il est important de dire que Rabelais est constamment allégué, mais au-delà des théoriciens, Platine, qui est le théoricien de la gastronomie, de la déculpabilisation de l'art d'ingérer des aliments, Platine, qui publie son livre De Honesta Voluptate autour de 1470-75 et qui va en faire un véritable best-seller dont plusieurs éditions seront faites en son nom, sous forme de traduction, dans notre région. Déjà, les livres de cuisine, ça marche bien. Alors, les livres de cuisine, alors le cas de Platine est un cas un peu particulier parce que c'est à la fois un théoricien de la chose, du goût, des saveurs, et c'est en même temps effectivement un praticien qui propose des recettes qui vont très souvent être placées sous son étiquette. Et là aussi, je crois que comme nous sommes dans une région qui a été l'un des berceaux européens de l'imprimerie, il est nécessaire de rappeler que des livres de cuisine sont imprimés dans la région du Rhin à partir de 1480, sont souvent clonés, sont souvent enrichis. C'est dans des recettes? Des livres de recettes. Des livres de recettes, et je crois que la généalogie des livres de recettes est quelque chose de passionnant. C'est quelque chose d'à peu près ininterrompu. Vous évoquiez tout à l'heure Brillat-Savarin. L'époque de Brillat-Savarin, à peu de choses près, est l'époque où vont se diffuser des quantités de livres de recettes. Je pense à l'échelle alsacienne au Corbourg de Marguerite Sperlin, qui est un classique toujours réédité. Je pense au dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas. Enfin, il y a une littérature passionnante, une espèce de flot ininterrompu. Alors ça, c'est au XIXe siècle, mais au XVIe, c'est plus étonnant. Peu de gens lisent. Peu de gens lisent, je suis moins persuadé que vous. Dans les villes, beaucoup de gens lisent. Je suis persuadé qu'une ville comme Strasbourg, qui compte 20 000 habitants au XVIe siècle, compte bien un bon millier de lecteurs, sinon plus. À mon sens, bien plus. Donc on peut publier des livres de cuisine. Votre travail dans cet ouvrage, ça consiste à essayer de trouver le passage, le moment où on passe de l'alimentation à la notion d'alimentation, on mange pour survivre, à la notion d'alimentation plaisir, c'est-à-dire la gastronomie. Oui, mais je pense que ce passage se fait très tôt. Alors bien entendu, il s'agit d'établir un certain nombre de nuances, différences d'échelle, selon les groupes sociaux en question. Mais je pense que le sens de ce qui est bon apparaît très tôt. Donc ce n'est pas uniquement l'utilité, à la fois l'utilité en vue d'une survie de l'espèce, mais aussi l'utilité pour des raisons médicales. Et là, tout un discours médiéval qui vient évidemment des anciens, d'Hippocrate et de Galien,
essaye de mettre en rapport les différents types d'aliments avec les humeurs corporelles, c'est-à-dire l'équilibre qui régit le corps. Ainsi, par exemple, on estime que manger des viandes blanches permet de réguler les excès des personnes qui ont un caractère sanguin, et ainsi de suite. Donc, des modes alimentaires peuvent aussi être déterminés par des préoccupations médicales ou hygiénistes. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de l'Alsace au XVIe siècle? On mange quoi? Beaucoup de choses. Alors, évidemment, une alimentation carnée. Et là aussi, je crois qu'il faut se départir de certaines images un peu misérabilistes de disette, de famine et de malnutrition. La malnutrition existe à coup sûr, mais elle se fait plus par excès que par défaut. Et je pense que, je n'ai pas fait une véritable révélation, mais je crois qu'il est important de rappeler que un homme adulte au XVIe siècle absorbe tous les jours 1 livre de viande. 1 livre de viande, c'est-à-dire 450 grammes. C'est quelque chose d'extraordinaire à une époque où on nous recommande 100 grammes de viande par jour. Le hamburger standard fait 60 grammes. Donc une alimentation, c'est un autre élément qui me paraît important, qui consiste à solliciter des produits alimentaires frais, plus que les conserves. Ainsi, par exemple, à l'époque qui m'intéresse, la viande se mange dans les 3 jours qui suivent l'abattage. Sinon, elle est convertie en viande cuite, en viande en conserve, mais ce n'est pas la norme. Qui est-ce qui fait à manger? Il y a une femme au foyer qui fait à manger. Est-ce que au XVIe siècle, on dit ah tiens, on va se faire un resto ce soir? On va se faire un resto ce soir. Effectivement, là aussi, contrairement aux idées reçues, on mange beaucoup à l'extérieur. Dans les villes alsaciennes, par exemple, fonctionnent un certain nombre de points corporatifs qu'on peut considérer comme des restaurants ou comme des cantines d'entreprise, si je puis me permettre cet anachronisme. C'est important. Chaque hôtel de ville a son propre Ratskeller, qui est l'endroit où les notables prennent leur repas. Autrement dit, la profession d'aubergiste public, d'aubergiste privé, existe, elle est même très développée, et ce métier est un métier essentiellement masculin. En revanche, à la maison, on peut penser que c'est la femme qui fait la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange au restaurant à l'époque, vous savez? C'est selon les arrivages, mais là aussi on possède des règlements qui nous permettent d'affirmer que la préoccupation de manger des bonnes choses s'impose, et en particulier manger de la volaille. La volaille, c'est un animal aérien, et par conséquent, c'est quelque chose d'un peu plus gratifiant que de manger de la viande d'animaux terrestres. En l'occurrence, le bœuf est quelque chose de très commun. Le porc l'est aussi, mais pour des raisons de conservation, on en fait de la charcuterie. En revanche, la volaille est particulièrement prisée, et on voit se développer dans nos régions. Montaigne le signale lors de son passage dans le sud de l'Allemagne, des rôtissoirs, et même des rôtissoirs mécaniques, qui sont mus par l'énergie éolienne, ou plus exactement par des hélices entraînées par la chaleur qui monte du foyer. C'est une avancée technologique extraordinaire. Et je pense que les archéologues nous apportent énormément de choses sur ces questions de technologie culinaire. Est-ce que vous diriez que cette façon de s'alimenter en Alsace à cette époque-là est unique, ou bien c'était un petit peu partout comme ça? Elle n'est pas unique à coup sûr, mais sa diversité est absolument remarquable et est signalée par les visiteurs. Je parlais de Montaigne, mais on pourra citer des quantités d'autres qui sont particulièrement bien accueillis dans ces lieux que j'évoquais tout à l'heure, les auberges. Strasbourg est renommée pour ses auberges, et certaines ont gardé leur enseigne jusqu'à nos jours. Mais aussi par un autre critère qui me paraît très important, qui sont les recommandations faites aux mangeurs, l'art de se tenir à table, des tables qui sont
systématiquement couvertes de nappes et sur lesquelles on sert des aliments dans de la vaisselle qui est particulièrement propre. Cette idée, elle n'est pas neuve, celle des comportements de table, mais elle est particulièrement développée par les humanistes. C'est le cas de Sébastien Brandt, mais de très nombreux autres auteurs. Et je crois que c'est une des grandes caractéristiques du fait que, à l'époque qui m'intéresse, le fait de manger, même en commun, à table, s'individualise. C'est-à-dire que chacun a sa propre assiette. C'est une grande nouveauté. On ne mange plus dans les tranchoirs, on ne mange plus avec les mains en mettant, en saisissant les aliments dans un plat, mais on commence à manger avec son propre couteau, son propre verre, c'est quelque chose de très important, en verre qui est très propre. Donc ces aspects techniques, cette mise en scène, cet environnement sont à mon sens des choses extrêmement importantes, de la même manière que l'après-vente, si je puis dire, qui consiste ensuite à se laver les mains, à évacuer le trop-plein de ce qu'on a mangé, est de plus en plus codifié. C'est aussi l'époque où se développent, par exemple, des toilettes dans les maisons, dans les auberges. Ça tient à quoi ça? C'est la richesse de la région qui fait que le progrès arrive rapidement? La richesse, à coup sûr, et puis, est-ce que c'est un tropisme local, je n'en sais rien, mais à lire les récits des visiteurs, on constate qu'il y a une sorte d'avance matérielle tout à fait considérable. Hein, ici, nous avons des cuisines qui sont bien organisées. On met au point des fours ou des foyers bien plus perfectionnés que, par exemple, ce qu'on trouve en France. Nous ne sommes pas une région de cheminées. En revanche, on a des âtres de plus en plus perfectionnés, on a des fours, c'est important. On a des salles à manger, c'est aussi une grande nouveauté. On ne se contente plus de dresser la table sur des tréteaux, mais on a maintenant des salles spécialisées, des Stubs, qui possèdent des fenêtres avec des petits carreaux en verre. Tout ça, c'est quelque chose qui va perdurer et qui va être reproduit au XIXe siècle, à l'époque de la naissance de la gastronomie moderne, dans des lieux comme la maison Cabertsel, comme le Bur à Isle, des lieux qui sont très identifiables par cette référence à ce passé. Alors, ce décor que vous décrivez, le fait de s'organiser, etc., est-ce que c'est quelque chose qui est répandu dans la société, ou est-ce que c'est le premier magistrat et puis quelques-uns de ses adjoints qui en profitent? C'est la grosse question du ruissellement. Hein. Nous sommes dans une région où la bourgeoisie, au sens de bourgeoisie urbaine, c'est-à-dire d'un groupe qu'on pourrait qualifier à l'heure actuelle, de classe moyenne, est bien développée. Donc on peut penser qu'effectivement, ces gens-là, une partie importante de la société, des institutions, et des institutions qui sont relativement ouvertes, je pense aux conseils municipaux, dans une ville comme Strasbourg qui passe pour être une démocratie, avec beaucoup de bémols. Là aussi, je pense que c'est quelque chose de relativement généralisé. Bien qu'on puisse, là encore, essayer de tempérer ce jugement, dans la mesure où aussi l'époque en question, le XVIe siècle, voit progressivement se mettre en place une espèce de ségrégation des pauvres accusés de manger de trop bonnes choses, et là on va progressivement passer à un régime un peu plus sec, un peu plus, modéré pour certaines parties de la société. Mais quand on prend par exemple, on a la chance d'avoir les menus de travailleurs du XVIe siècle, à l'œuvre Notre-Dame ou ailleurs à Strasbourg, et on constate que l'ordinaire peut être particulièrement varié. Du genre, vous avez un petit menu en tête? Alors, je ne sais pas,
Oui, enfin, on essaye d'alterner poissons, différents types de viande, des légumes. Et là aussi, je crois que c'est une des grandes découvertes de ma recherche, mais peut-être n'ai-je enfoncé des portes ouvertes. On mange énormément de légumes et de fruits frais ou éventuellement en conserve, c'est-à-dire euh, je sais pas, de la choucroute, des choses pareilles, ou des fruits secs ou des légumes secs. Hein. Là aussi, c'est important, ceci. Alors les différences se font avec un certain nombre d'ingrédients, les épices évidemment, certains produits exotiques. Hein. Dans notre région, on consomme énormément d'amandes, on en produit sur place. On fait venir des agrumes, c'est tout à fait étonnant, mais on trouve des oranges et des citrons, des figues, des olives, des dattes. Ça paraît étonnant, mais ça permet de varier l'ordinaire suivant la saison, les fêtes, suivant les groupes sociaux, cela va de soi. Mais ceci, c'est un effet de la diversité, et la diversité, c'est celle de l'ouverture des marchés. Vous me posiez la question des variations saisonnières de certains repas. Je prends un exemple. Hein. Au mois de juillet, les travailleurs de l'œuvre Notre-Dame, des chantiers de la cathédrale, ont droit, par exemple, à un dessert. On peut parler de dessert de cerises. C'est ces fameuses cerises de Westhofen qui envahissent nos marchés au mois de juillet et au mois de juin. Alors, cette avance dans l'évolution, est-ce qu'elle tient dans le temps de façon constante ou est-ce que l'envers de la médaille de la richesse de la région liée au fait que c'est un couloir de passage, c'est qu'il y a beaucoup de conflits et on sait qu'après la Renaissance, ici, ça n'a pas toujours été drôle pour tout le monde. Ouais. Est-ce que là, ça s'arrête et on retourne à la case départ? Oui, je pense qu'effectivement, le XVIIe siècle a mis un coup d'arrêt à cette diversité, à cette opulence. Mais ce coup d'arrêt n'était que provisoire, et on peut penser que dans des villes comme Strasbourg, qui était restée neutre, une partie de ce patrimoine culinaire a été préservée, de façon finalement à sortir du tunnel au XVIIIe et au XIXe siècle. Est-ce que, déjà Bertrand Martin, vous êtes un petit peu étonné, vous saviez ça, j'imagine, qu'il y avait des choses un petit peu différentes ici? Oui, alors cette image en plus de l'Alsace comme pays de cocagne, elle est très présente au XIXe siècle. Dans l'ami Fritz, c'est le cœur du roman et de la représentation d'une société idéalisée, hein, fraternelle ouais. Donc la Renaissance, oui, est une grande période. Alors l'Alsace en particulier, je ne connaissais pas, mais il y a effectivement des périodes dans l'histoire de la gastronomie et qui va aussi avec l'histoire du savoir-vivre. Le recul aussi du discours religieux potentiellement, puisque la gourmandise, évidemment, l'image de la gourmandise est fonction de l'emprise du discours religieux. En tout cas, non, cette image de l'Alsace comme patrie ou région de la gastronomie, elle est très présente au XIXe siècle et je pense aussi aujourd'hui. Alors en tout cas au XIXe siècle, on s'intéresse à cette question de la gastronomie et notamment dans la littérature. Et donc c'est l'objet de votre livre, Dis-moi ce que tu manges. Et donc on trouve tout un tas de citations, dont certaines sont relativement croustillantes, si on peut dire. Par exemple Voltaire, c'est une plaisante chose que la pensée dépende de l'estomac et que malgré cela, les meilleurs estomacs ne sont pas les meilleurs penseurs. Donc, on part de là et on peut construire effectivement toute une question identitaire. Oui, il y a cette idée de l'estomac comme second cerveau qui est très présente au XIXe siècle. On la trouve chez Balzac, on la trouve aussi dans le discours médical qui fait un parallèle entre la sécrétion de la pensée et la digestion. Le cerveau digère les pensées comme l'estomac, donc c'est une image assez courante ou une analogie assez courante et qui peut valider tout un tas d'élucubrations hein, parfois.
notamment une hiérarchie sociale, ce que disait Voltaire est repris par la suite. Et c'est déjà présent au XVIIIe siècle. Il y a cette idée que la dyspepsie, donc les problèmes de digestion, etc., c'est la maladie des gens de lettres, donc la maladie des intellectuels ou des écrivains. Et ça peut aller avec la condamnation des écrits aussi. Un parallèle entre les œuvres et les produits de la digestion, si vous voulez, donc des mauvaises œuvres ou qui sont à l'époque de la décadence, à la fin du XIXe siècle, c'est assez présent. Donc vous avez l'utilisation de cette analogie entre le cerveau et l'estomac, elle sert à établir des hiérarchies, à condamner aussi d'un point de vue esthétique certaines œuvres. Dans la sobriété, l'abstinence, l'ascèse. Alors ça c'est un courant, notamment du romantisme anglais. Le végétarisme notamment est très présent chez les romantiques anglais, mais il y a aussi au XIXe siècle chez les romantiques cette idée d'une démesure gourmande, c'est-à-dire l'excès pour contourner la norme, contourner la norme bourgeoise de l'équilibre. Ça passe par Alexandre Dumas est représentatif de ce point de vue-là. L'excès passe par l'assiette aussi, ouais. Une forme d'épopée alimentaire. Donc ici, on condamne l'alimentation pour les penseurs, les écrivains. C'est parce qu'ils ne se dépensent pas physiquement ou c'est pour d'autres raisons? À l'origine, c'est lié à une posture. C'est la sédentarité qui fait qu'on... Voilà. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle, on trouve surtout ça dans les ouvrages de vulgarisation scientifique et qui déplacent souvent la théorie originelle pour lui donner un sens idéologique. Et donc, au départ, c'est lié à une posture, et puis ça devient de plus en plus une nature, cette idée que l'écrivain, par définition, digère mal. Parce que toute son énergie est concentrée dans son cerveau, et donc, il n'a plus d'énergie pour faire autre chose. Donc, il est neurasthénique, il peut être hystérique aussi, ça dépend des époques. En tout cas, il est toujours dyspeptique. Voilà. Ce qui nous permet de ne pas lire, puisque donc un cerveau mal fait dans un corps mal fait. Et on va rappeler qu'à l'époque, on ne faisait pas beaucoup de sport. C'est une notion qui n'existait que très très peu. Promenade digestive, c'est ça? Oui, promenade digestive, oui, mais oui. C'était pas, je pars en montagne. C'est que à la fin du 19e que les grandes balades commencent à se créer. Alors il y a un passage aussi que vous citez de Nietzsche qui est intéressant parce qu'il parle de la nature allemande. Et ça pose la question de l'alimentation qui révèle bien sûr l'individu, dis-moi ce que tu manges, je te dis qui tu es, mais aussi le groupe. Regardez ce qu'ils mangent. Alors il y a tous les aphorismes sur les Français mangeurs de grenouilles. On trouve tout un tas comme ça. L'alimentation, ça révèle le groupe également. Oui, alors chez Nietzsche, c'est une manière de la condamnation de tout ce qui touche à la culture alimentaire allemande. C'est une manière de rejeter la culture allemande de manière générale. Pas qu'un peu, hein, il est... Oui, il est très, très, très virulent, oui, effectivement. Donc oui, l'alimentaire définit le groupe, c'est un signe de reconnaissance très fort. Donc c'est pas en soi, c'est pas un problème. C'est à partir du moment où ce levier alimentaire sert à stigmatiser un groupe et à dresser un groupe contre un autre que c'est un problème. Et donc c'est cette dimension idéologique là qu'il est intéressant de questionner à travers des œuvres littéraires qui vont en faire un levier de questionnement très souvent. Alors notamment je parlais des écrivains francophones, c'est assez net. Et c'est très, très présent aussi dans les études anglo-saxonnes qu'on nomme food studies. Ces œuvres, enfin, il y a beaucoup de romans ou d'œuvres qui questionnent l'identité à partir de l'alimentaire. Qu'est-ce qu'on mange? C'est un choix qui, évidemment, vaut choix identitaire. Ce qui perdure évidemment dans l'histoire, si on regarde nos voisins, alors les Français des grog eaters, les roast beef, voilà, les macaronis, c'est quelque chose qui est répandu effectivement. Alors j'imagine qu'on a moins la conscience du voisin, de l'étranger qu'aujourd'hui, mais on dit effectivement les macaronis, on a entendu ça encore dans les années 50, 1950. Mais à l'époque, au 19e siècle, on disait les macaronis en parlant des Italiens.
Alors ça, je saurais pas vous répondre précisément. Je sais pas à partir de quand ça. Les macaronis sont une importation récente au 19e siècle, mais c'est une nourriture très populaire. Et donc Flaubert, par exemple, se compare à un macaroni qui file et qui pue. Donc ça dit bien. Là, évidemment, c'est une boutade. C'est dans une de ses lettres. C'est le mets populaire par excellence. C'est pas raffiné. Je sais pas. Je pense que ça doit commencer à la fin du 19e siècle, avec l'immigration italienne notamment, je sais pas, dans les mines, hein, je suppose, mais je saurais pas dater précisément le terme. Mais oui, il y a cette représentation claire. Et puis il y a toute une presse qui s'empare des sujets gastronomiques. Et c'est aussi une époque de découverte, hein, où on va rapporter des mets comme des trophées aussi, puisque dans les expositions universelles, en 1889, il y a cette exposition des us et coutumes, mais ça passe aussi par l'exposition des plats. Et il y a un journaliste de l'époque qui parle, qui dit qu'on peut faire le tour du monde alimentaire en 80 plats. Il y a ce parallèle. Et donc, les plats sont aussi des trophées. On identifie le couscous, qu'on appelle couscoussou, est aussi dans la presse. Alors la littérature la gastronomie britannique est aussi très souvent discréditée, mais c'est une gastronomie exotique, parce qu'évidemment les goûts sont différents, mais qui est peu valorisée souvent. Ça perdure d'ailleurs. Voilà, ça c'est perdure. Ce qui est étonnant, hein. Comme perdurent les antagonismes entre les pays. Les Anglais n'aiment pas les Français. Pourquoi on ne sait pas trop? Parce qu'ils mangent des cuisses de grenouille. Or, on doit manger les cuisses de grenouille une fois dans sa vie. Mais voilà, ça continue. Alors, ce qu'on trouve aussi dans votre livre, c'est la façon dont certains aliments sont perçus dans la littérature. Par exemple, l'alimentation carnée. À un moment est considéré comme systématiquement un acte d'antiféminisme. Oui, alors ça c'est une interprétation. Oui, c'est la consommation, ça va avec le consumérisme des corps, de la chair, et donc c'est ce qu'on trouve chez certains. Alors c'est plutôt au XXe siècle, ça c'est l'assimilation du corps de la femme à de la chair qu'on consomme. Alors, ça explique aussi, enfin c'est lié. Si je mange de la viande, je suis antiféministe, c'est ça? Alors c'est pas aussi simple que ça. C'est dans The Edible Woman, qui est un roman de Margaret Atwood. Là c'est très clair. Il y a ce parallèle qui est fait, et puis chez un certain nombre mais le développement du végétarisme, le rejet de la viande, on peut considérer que c'est aussi lié à cette prise de conscience du consumérisme et des représentations qui vont avec la consommation de la viande. On parlait des cuisses de grenouille. Ce qui est fondamental, ce qui est au cœur du questionnement, c'est la représentation qu'on a de l'autre, et aussi de ce qui est immonde, ce qui est ignoble, ce qu'on ne peut pas manger. Et donc c'est une question qui traverse aussi la littérature, qui s'empare de ces questions pour essayer de voir, tisser des liens et voir pourquoi c'est ignoble, ou pourquoi c'est ce qui peut se cacher derrière. Ça nous renvoie au pangolin, non? Oui. Alors on croise dans votre livre cette question alimentaire, et puis beaucoup de grands auteurs aussi, Flaubert par exemple. Flaubert, dans certains de ses ouvrages, on arrive à manger socialiste. C'est quoi manger socialiste? Alors manger socialiste, c'est manger peu. Il y a une éthique, enfin en tout cas selon Flaubert, il se moque évidemment parce que il fait un parallèle entre le christianisme et le socialisme. Donc un même idéalisme déconnecté de la réalité, et évidemment il va critiquer les sous-entendus ou une forme d'hypocrisie à travers un personnage dans l'éducation sentimentale, notamment, qui, par ses mœurs alimentaires, va revendiquer une identité politique aussi. Donc ça passe par une forme d'ascèse, par aller dans un grand restaurant et choisir des plats populaires, ou demander une assiette de haricots. Voilà. Donc c'est ça, mais ça fait partie évidemment de l'ironie de Flaubert, où il montre, où il dénonce l'hypocrisie, et en maniant une forme d'ironie qui consiste à associer un aliment à une position, mais aussi à une posture. On choisit de manger cela pour donner un signal. Donc l'alimentaire est toujours un signe à décrypter. On parle aussi du radicalisme cassoulet.
Ça, je sais pas, je connais pas. Si, si. Les radicaux socialistes passaient pour être de grands amateurs de festins de terroir, le terroir du Sud-Ouest en particulier. Ah, d'accord. Alors, il y a plutôt, alors au 19e siècle, il y a c'est un historien, Thomas Boucher, qui a montré ça, que les socialistes étaient plutôt du côté du refus du plaisir. Alors que ce soit le plaisir sexuel ou le plaisir alimentaire, que c'était lié, alors je sais pas, c'est un autre courant peut-être, mais qui avait souvent cette volonté de se démarquer du plaisir. Voilà. Au nom d'une forme de rectitude morale, disons. Ouais. C'est très protestant, ça, non? Oui, effectivement. Oui. Oui. Est-ce que le socialisme est protestant? C'est une autre question. Ouais. Oui, manger du pain de ménage, par exemple, plutôt que du gibier. Parce que le gibier, c'est riche, etc. Alors, c'est intéressant aussi, on découvre des choses dans votre livre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage sur les femmes, l'alimentation et le genre. Très longtemps, les femmes ne mangent pas, en gros, jusqu'à 40 ans, dans la littérature, tant qu'elles sont désirables, elles ne mangent pas. Quand elles sont à table, elles s'occupent d'orienter les conversations, enfin de faire leur travail de la femme qui reçoit, mais elles ne mangent pas pour ne pas grossir, etc. Ça, c'est quelque chose qui est répandu ou ce sont des petites choses que vous avez trouvées Non, c'est très répandu. Enfin, ça dépend des classes sociales, là, toujours. Mais dans la bourgeoisie ou l'aristocratie, ou dans la haute bourgeoisie, déjà, le corset incarne cette contrainte qui fait que la femme a un corps qui ne mange pas. Enfin, on peut pas, avec un corset, on peut pas faire un gueuleton. Mais alors, la femme qui mange, en revanche, la femme peut manger, mais c'est une femme de mauvaise vie, c'est une prostituée. Celle qu'on invite dans un cabinet privé au restaurant et qui mange beaucoup. Donc la consommation de chair, souvent, parce qu'on mange beaucoup de viande ou de la truffe, de la volaille aussi, et des huîtres, donc qui sont des mets connotés comme aphrodisiaques. La femme qui consomme, c'est une femme qu'on va ensuite consommer. Voilà, il y a donc la femme, de toute façon, au XIXe siècle, incarne la rectitude morale du couple. Alors c'est vrai dans le monde anglo-saxon aussi, l'homme va se compromettre dans les affaires du monde. Alors ça va avec le protestantisme. C'est celui qui va se corrompre dans le monde, et la femme incarne la vertu. Donc en France, c'est un petit peu différent, mais il y a quand même cette idée que la femme est désincarnée, tout simplement. Jusqu'à un certain âge, qui n'est pas très âgé, où là, comme elle n'est plus désirable, elle peut y aller. Là, elle sort du marché, donc elle a une autre fonction. Bien en chair. On parlait de protestants, on trouve dans votre ouvrage aussi cette question du protestantisme peut-être un peu moins. Par contre, la question de la judaïté. Dans la littérature du 19e siècle, le juif, il est quoi? Il est dévoreur. C'est Shylock, c'est celui qui va demander une livre de chair. Donc il y a souvent cette représentation-là, cette connotation. Le personnage juif, on le reconnaît un certain nombre de traits caractéristiques, et le côté cannibale, si l'on veut, en fait partie. Le côté aussi, alors c'est très présent chez Balzac, même si c'est pas forcément des personnages juifs d'ailleurs qui ont ces caractéristiques-là, mais ça permet de bâtir un type qu'on rattache à une forme de judéité, parce que derrière, il y a l'archétype de Shylock, par exemple. Ouais, c'est le prédateur dévoreur qui devient un prédateur spéculatif. Oui. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'il s'enrichit. Donc effectivement, là on répond clairement à la question posée par votre ouvrage. Dis-moi ce que tu manges. Et puis je sais pas, Georges Bischoff, si vous avez vu Le Parrain, le film de Coppola. Il y a bien longtemps, oui. Ouais, il y a bien longtemps, parce que ça fait longtemps qu'il est sorti. Il y a une analyse très très intéressante dans cet ouvrage du Parrain 3. Où les scènes de repas sont extrêmement fréquentes, et chaque repas figure l'état des personnages. Peut-être que ça c'est intéressant que vous nous en parliez un petit peu. Oui, alors c'est une contribution qui essaie de montrer
la récurrence d'un motif, le motif alimentaire, et comment il se décline en fonction des situations et puis de l'évolution des personnages. Et il y a plusieurs motifs. Il y a le motif de l'orange, par exemple, qui réapparaît souvent. Catastrophe. Oui, à des moments cruciaux qui renvoient à l'origine sicilienne des personnages. Et puis il y a aussi les pâtisseries. Alors là aussi, ça vient des pâtisseries siciliennes, mais il y a cette idée que le sucre est un poison et qui permet et les scènes alimentaires permettent de ponctuer de manière tragique le destin des personnages et la faillite d'une famille. Et vous avez aussi alors des représentations plus claires, enfin plus immédiates, disons, qui touchent à l'intégration, le choix d'un petit déjeuner américain ou italien. Donc les scènes alimentaires sont vraiment des carrefours de sens. C'est là que c'est jamais neutre. C'est pas du côté simplement de la reproduction de la réalité. Il y a toujours une dimension symbolique. Il y a toujours une volonté de distribuer des signes. Et il faut évidemment que le spectateur ou le lecteur s'en empare. Et c'est ça qu'on a essayé de montrer, l'importance du signe. Par exemple, Al Pacino, au début du Parrain 3, prend un petit déjeuner, donc très américain, parce qu'il est dans le désir de s'intégrer. Il veut couper les ponts avec la mafia, il veut spéculer à la bourse, tout ça, et puis voilà, gagner beaucoup d'argent de façon entre guillemets honnête, en tout cas légale. Et puis les choses se goupillent pas comme il le souhaitait, et il est ramené à ce qu'il est, et il est obligé de se venger. Et là, on le voit manger du coup vraiment italien de nouveau. C'est-à-dire qu'on a fini de rigoler. Donc ça fait partie des choses qui nous permettent à la fois qui nous donnent cette envie de nous intéresser à ces questions, mais de redécouvrir des œuvres ou de les découvrir pour ceux qui ne les connaissaient pas. Donc Georges Bischoff, la prochaine fois que vous verrez le Parrain 3, je me réjouis. Puis, faites attention aux oranges. Venger et manger. Le pain et la raison, ça fait partie des choses qu'on trouve aussi dans votre livre. Il est question de Patapouf et Philifère. Patapouf et Philifère, on peut en dire un petit mot peut-être. C'était extrêmement... ça, c'est très populaire pour le coup. Oui, c'est un collègue qui a analysé cet ouvrage, qui est un ouvrage qu'on qualifie comme un ouvrage pour la jeunesse, mais qui qui raconte le voyage de deux enfants, l'un chez les Patapouf, l'autre chez les Philifères. Donc ça reprend un archétype, les gras et les maigres, qu'on retrouve depuis le Moyen Âge et la Renaissance. Et il explore évidemment toute la symbolique, toutes les potentialités de sens que peut prendre cette opposition. Une opposition politique, il analyse les dessins évidemment, aussi qui représentent ces deux univers. C'est une fable sur la paix aussi, puisque évidemment les Patapouf et Philifère qui ne s'entendent pas finissent par s'entendre, mais ce qu'il représente, ça peut être l'Allemagne et la France, ou le progrès et le laisser aller, ou l'efficacité, qui serait plutôt du côté du capitalisme, ou alors le plaisir de vivre. Il y a toutes ces notions qui s'articulent autour d'une simple représentation archétypale, mais qui passe par les mœurs alimentaires, avec évidemment une physionomie différente. Et donc c'est un livre assez exemplaire de ce point de vue-là, parce qu'il montre tous les fils possibles qu'on peut tirer à partir d'un motif alimentaire. Quel est l'auteur ? Alors c'est Brulaire, c'est Vercors qui a fait les dessins, et l'auteur, je ne le retrouve pas à l'instant. Vous me posez une colle, mais il est très, très connu aussi. Parce que, si je ne me trompe pas, Christophe, le père du sapeur Camembert, a aussi fait quelques bandes dessinées, si je puis dire, sur ce thème. C'est possible. Donc Vercors a fait ça, tiens. Oui, avant de s'appeler Vercors. Passionnant. Ouais. Georges Bischoff, quand vous alliez au restaurant, autrefois, oui, vous regardiez ce qu'il y a dans l'assiette du voisin ? C'est une très très bonne question. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui se fait spontanément, ne serait-ce que pour... comment dirais-je, avant de choisir le menu, ou éventuellement par une espèce de concupiscence, pourquoi pas, oui.
Mais pas pour juger. Tiens, il mange ci, c'est donc qu'il est comme ça. Peut-être, et en particulier dans des restaurants de notre région, qui sont fréquentés par un certain nombre de gastronomes, j'allais dire, délocalisés ou halogènes. Si, je crois. C'est une forme de voyeurisme aussi. Est-ce que ça, pour vous, ça donne des renseignements sur qui est la personne? Incontestablement. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, oui, c'est ça. Et vous, Bertrand Marquer, ça devient une déformation professionnelle. Quand vous alliez au restaurant, vous regardiez ce que mangeait chacun. C'est tellement loin que j'ai un peu oublié, mais je dirais que la question qu'on peut se poser, il faudrait s'observer pour savoir si on regarde d'abord le convive et l'assiette, ou l'assiette et le convive, quel est le trajet qu'on fait. Parce que forcément, l'attirance qu'on peut avoir pour un plat, peut-être qu'il est déterminé aussi par une identification implicite ou inconsciente à celui qui mange. Est-ce qu'on se reconnaît Est-ce qu'on va regarder quelqu'un qui nous ressemble pour savoir ce qu'il a choisi, ou est-ce qu'on regarde d'abord un plat? Est-ce que finalement regarder qui l'a choisi peut changer notre attirance pour le plat? C'est-à-dire, bah non, s'il a choisi ça, lui, je vais pas prendre la même chose que lui. Voilà, Mais je regarde pas particulièrement. Non, j'arrive à séparer les choses entre le travail. Mais on mange avec ses yeux quand même. C'est très important. Ouais, on le sait bien quand on a faim et qu'on passe devant une pâtisserie ou voilà. Au terme de cette aventure, vous répondez à la question dis-moi ce que tu manges. Vous savez vraiment dire c'est vraiment un marqueur identitaire de l'alimentation. Oui, je pense que c'est un marqueur identitaire plus ou moins inconscient. Mais les choix alimentaires, ils déterminent aussi l'image qu'on veut donner de soi. Qu'on refuse d'être défini par son alimentation, ou qu'on se revendique que l'alimentation serve à revendiquer une identité, de toute façon on n'échappe pas au fait que l'alimentaire est un signe qu'on envoie et qui est pris comme tel. Donc je pense que c'est un marqueur identitaire. Il ne s'agit pas de résumer l'identité à ce qu'on a dans son assiette. C'est là la différence. C'est un signe parmi d'autres, un positionnement, si l'on veut, dans une société. Mais la société a multiples connexions possibles, et l'identité aussi. Et l'identité peut évoluer en fonction de... C'est un rapport. On se définit par rapport à l'autre. Et dans l'alimentaire, c'est ça qui est important, parce que s'alimenter, c'est ingérer quelque chose d'externe. Donc c'est quelque chose qui vient de l'extérieur qu'on incorpore. Donc ce rapport à l'autre, il est fondamental dans l'alimentation. Et donc, ce qu'il faut en retenir, c'est cette relation à l'autre et la manière dont l'identité se détermine par rapport à ce qui est extérieur à soi. Voilà. Dans une relation économique et sociale. Dans une relation économique et sociale, oui. Il y a des déterminismes, évidemment, qui sont sociaux et économiques, auxquels on n'échappe pas. Georges Bischoff, et ce sera la dernière chose, ce qu'on mange aujourd'hui vous intéresse autant que ce qu'on mangeait au XVIe ? Incontestablement, et de toute manière, je vois que l'heure tourne et que le marché est à 500 mètres d'ici. Et que, voilà, on peut avoir faim à toute heure du jour et de la nuit. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Genèse de la gastronomie européenne et alsacienne. C'est publié aux éditions Puce, presse universitaire de Strasbourg. Le recueil est signé Bertrand Marquer, mais vous trouverez plein d'auteurs dans ce livre, et surtout, très probablement, l'envie de découvrir ou de redécouvrir soit des œuvres littéraires, soit notamment le Parrain. Mais il y a vraiment plein de choses à picorer, si on peut dire, dans votre livre. Et puis votre ouvrage, Georges Bischoff, Dans le ventre de l'Alsace, pour parler de cette Alsace riche, opulente, de la Renaissance, du XVIe siècle. La découvrir peut-être, parce qu'on ne la connaissait pas forcément. Et votre livre, lui, est publié aux éditions de La Nuée Bleue. Merci de votre attention, et puis bonne soirée. Merci. Merci.